Amis internautes, bonsoir, bienvenue sur cette séance de chat vidéo, la dernière de l'année 2017. J'imagine que les questions sont nombreuses. Eh bien, écoutez, allons-y, ne perdons pas plus de temps. Première question. Bonsoir à tous et à toutes. La première question nous vient de la session précédente, elle est posée par Nicolas. Il n'y a toujours pas de projet à côté de la faculté de droit ? Point d'interrogation. Alors, à côté de la faculté de droit, donc je ne comprends pas trop la question. Alors, est-ce que c'est derrière l'IMEP, Je pense que c'est ça votre question, sur le site de l'AITOL, derrière le bâtiment de la salle d'armes, où se trouvent entre autres et l'IMEP et l'antenne de faculté de droit. Oui, effectivement, vous avez un terrain qui est un grand terrain vague pour l'instant. Nous projetons dès l'année prochaine un aménagement de voirie, de manière à assurer, l'accès en fait en véhicule sur ce secteur-là, ce qui va nous permettre aussi d'identifier des parcelles qui sont présentes ici, mais avec un découpage plus précis, de manière à offrir et montrer d'une façon un peu plus attractive que ça l'est aujourd'hui à des entreprises qui voudraient s'installer sur cette zone-là quelque chose de visuel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc démarrage des travaux de voirie l'année prochaine, on a à peu près pour un an de travaux, et puis on fera quelques plantations très simples, un peu d'herbe, un peu d'arbres, de manière à ce que le coin soit, on va dire, un peu plus esthétique qu'il n'est aujourd'hui. Toujours une question de la session précédente, elle nous vient de Laetitia. Quand aurons-nous une rue Louis Mallet digne de porter le nom de cette rue ? On ne cesse de faire des travaux, mais il n'y a aucune amélioration de qualité. En 2019, vous aurez une rue Louis Mallet refaite entre la Rocade et puis le boulevard de l'Avenir en 2019. Les travaux vont démarrer donc l'année prochaine, en 2018, et seront répartis sur 2 exercices. Toujours de la session précédente, Valérie vous demande, pendant les périodes de grand froid qui arrivent, y a-t-il un plan de sécurité mis en place pour les personnes plus fragiles ? Oui, tout à fait. D'abord, il y a plusieurs axes là-dessus. Il y a le CCAS, qui a une mission importante. On pense uniquement à la petite enfance et aux personnes âgées. Donc déjà, on peut avoir aussi des personnes âgées qui se trouvent dans la souffrance. Et puis, il y a des associations qui œuvrent dans ce sens-là. Il y a justement sur le relogement, il y a les services de l'État qui aussi, à travers les lieux qui permettent de recevoir en fait des gens en difficulté, de pouvoir le faire. Il y a des maraudes qui ont lieu aussi pendant l'hiver, des équipes qui tournent. Donc voilà, tout un dispositif, à la fois les services de l'État, qui s'appuient sur des associations d'ailleurs en l'occurrence, et des organisations type SS au niveau de la ville de Bourges, qui permettent effectivement de prendre en considération d'abord d'une façon générale les gens qui sont en difficulté, et plus spécifiquement dans ces périodes de froid. La question suivante est posée par Samia. Quelle prospective financière avez-vous pour 2018 ? Peut-on s'attendre à une augmentation des impôts ? La réponse est non sur l'augmentation des taux d'imposition. Pour rappeler qu'en fait, depuis l'engagement que nous sommes donnés depuis 2016, c'est de faire en sorte que la situation financière de la ville soit conforme à la fin de ce mandat, de manière à ce que l'équipe qui reprendra les rênes de cette collectivité ne revive pas ce que nous avons vécu malheureusement en 2014. Sur ce sujet-là, donc effectivement, tout étant égal par ailleurs, on ne préjuge pas de décisions gouvernementales qui peuvent avoir lieu dans les années qui viennent, mais en tenant compte des éléments que nous avons aujourd'hui en notre possession, il n'y a aucune nécessité de jouer sur les taux d'imposition. Il n'est pas moins vrai que le travail reste à faire en termes d'économie, puisque nous devons économiser entre 1,5 million et 2 millions d'euros par an en fonctionnement jusqu'à la fin du mandat. Donc vous voyez, il reste encore des efforts à faire, mais en tout cas, on va travailler sur des économies et non sur l'augmentation des recettes. D'ailleurs, en l'occurrence, je vous engage à venir, je vous invite plus exactement, ainsi que tous les verrouillés intéressés, à venir à la réunion sur les finances de la ville, les perspectives et puis les finances de la ville, qui devrait avoir lieu fin janvier, je crois que c'est le 31 janvier, de mémoire, comme on l'a fait les années précédentes, de manière à qu'en toute transparence, vous ayez à la fois connaissance des projets que nous menons, et puis la situation financière de la ville par rapport à un programme qu'on s'est donné et qu'on tient, puisqu'en fait, je tiens à rappeler que depuis 2016, nous nous désendettons tout en maintenant des niveaux d'investissement relativement importants. À titre indicatif, c'est 22,5 millions d'investissements qui sont prévus pour l'année prochaine.
Une nouvelle question de la session précédente, elle est posée par Michel. Quel est votre avis sur le fait que Mehun, Foissy et Allogny réfléchissent à se tourner vers Bourges Plus ? Écoutez, j'y suis tout à fait favorable. Je veux simplement rappeler qu'il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans de ça, nous avions fait une intervention avec le député maire de Vierzon, à l'époque, maire de Vierzon, Nicolas Sansu, sur notre volonté et surtout cette nécessité d'avoir une grande agglomération commune allant au moins de Bourges jusqu'à Vierzon. À l'époque, on avait peu d'avis favorables et puis voilà, on voit que les choses se font avec le temps, les responsables de collectivités réfléchissent et voilà, on est sur cette possibilité que au moins Mehun puisse rentrer sur l'agglomération de Bourges. Alors pourquoi ça ? C'est pas un caprice d'élu, c'est simplement une nécessité d'avoir une agglomération plus importante qu'elle l'est aujourd'hui. Il faut rappeler aussi que si Bourges est la 3e ville de la région Centre-Val de Loire, son agglomération n'est qu'en 6e position aujourd'hui en termes de nombre d'habitants. Et quand on voit les orientations politiques que prend le gouvernement actuel, je vais le traduire un peu simplement, mais c'est que des gros efforts financiers seront faits, apportés aux métropoles. Ça veut dire qu'avec un gâteau qui ne va pas grossir, les territoires qui ne seront pas importants, qui ne seront pas métropoles, devront se partager le reste du gâteau. Donc on a tout intérêt à être plus fort et plus grand, de manière à se faire davantage à entendre que ce que l'on fait actuellement, pour pouvoir effectivement s'assurer de la prise en considération plus importante de notre secteur, notamment la partie sud de région Centre-Val de Loire. Et c'est vrai qu'actuellement, l'agglomération est visiblement trop petite. Et donc le rapprochement ou les réflexions du pays, de la communauté de communes Ferchères, Pays Florentais et de Mehun vont tout à fait dans le bon sens. Donc voilà, comme je l'ai dit, alors il ne faut pas faire n'importe quoi, je le dis, ils sont forcément les bienvenus. Il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est pour ça qu'on a réalisé des études, par un cabinet d'études d'impact sur ces rapprochements pour voir les conséquences de ce rapprochement pour les différentes communautés de communes et communes qui viendront nous rejoindre, de manière à ne pas découvrir après un mariage que la mariée était pas belle, que sa dot était pas suffisante. Donc là, on fait les choses comme elles doivent se faire, c'est-à-dire on veut mesurer l'impact d'un tel rapprochement avant, de manière à ce qu'on ait les éléments dès la décision qui nous permettront, oui ou non, de se rapprocher. Alors une question de Pauline maintenant. 2 pétitions vous ont été adressées pour l'interdiction des cirques avec animaux sauvages. En décembre 2017, 67 villes de plus de 20 000 habitants interdisent de tels cirques pour des raisons éthiques, en accord avec le rejet croissant du non-respect des besoins fondamentaux des animaux dans les cirques par une majorité de Français. L'abattage d'un tigre récemment échappé pose également question de la sécurité. Pourriez-vous engager la ville de Bourges dans cette voie ? Je crois qu'il faut raison garder. D'abord, le cirque, c'est historique dans l'histoire de France. Donc, moi, je me souviens, tout gamin, j'ai eu l'occasion d'assister à un certain nombre de représentations, pas forcément sur ce territoire-là. Et donc, c'est un moment, effectivement, où... alors, on parle des animaux, mais il n'y a pas que les animaux, bien évidemment. Un moment qui fait partie un peu de l'histoire, un moment de représentation. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui les cirques sont contrôlés, comme toute activité, sont contrôlés par des services de l'État, il y a un certain nombre de normes et de règles que les cirques et les propriétaires ou ceux qui les font fonctionner doivent respecter. Donc c'est pas la responsabilité de la collectivité de le faire, c'est la responsabilité de l'État, bien évidemment. Alors, évidemment, on peut trouver aussi des cas particuliers où les animaux, par exemple, comme vous le dites, puissent être considérés comme maltraités, mais je pense qu'il ne faut pas forcément généraliser tout ça. Et puis, quand vous dénombrez le nombre de villes, je crois qu'il y a 66 de plus de 20 000 habitants qui seront positionnés contre la venue de cirque sur leur territoire, ça veut dire qu'il y en a une très grande majorité de villes de 20 000 habitants qui ne se sont pas positionnés contre ça. Donc voilà, donc moi je respecte le choix de mes collègues maires qui ont pris cette décision, mais aujourd'hui je pense que tout est en place justement pour s'assurer que les conditions de vie des animaux dans le cirque soient respectées. Alors maintenant il y aura toujours des contre-exemples, évidemment, comme dans toute règle, mais en tout cas voilà, mon positionnement c'est laissons appliquer les règles qui sont portées aujourd'hui sur les cirques sans en rajouter et sans faire la surenchère. Donc voilà mon positionnement très simplement en tant que maire de Bourges.
La question suivante de Rebecca. Des nouvelles pour la nouvelle maison de la culture? Oui, des nouvelles, des bonnes nouvelles, notamment sur le fait que les travaux vont démarrer le 21 mars 2018, hein, donc maintenant dans quelques mois, j'allais dire quelques semaines ou quelques mois, pour une livraison qui est prévue donc, au mois de juillet 2020, de manière à ce que la Maison de la Culture en tant que PCC puisse rentrer, on va dire, dans les murs l'été 2020 et démarrer la saison 2020-2021 dans ces nouveaux locaux. Une question de Jeff. Où en est le projet de la place Gordon totalement piétonne? Bon, c'est un sujet là qu'on traite, dont on discute régulièrement avec notamment Philippe Mercier, hein, qui est maire adjoint en charge des commerces et de la sécurité. Bon, les choses avancent, hein, bien évidemment, puisque bon, rappelez-vous que au début de ce mandat, mandat actuel, la place Gordon n'était jamais fermée. Donc là, on a évolué, on la ferme l'été, on l'a fait pendant les périodes de Noël. L'été, finalement, est un peu plus long, hein, puisque on en est sur des périodes allant de début juin jusqu'au mois d'octobre. Voilà, il faut aussi qu'il y ait un consensus autour de la fermeture définitive de la place Gordon. Bon, aujourd'hui, il y a des pour et des contre, hein, parmi les commerçants notamment. Bon, il y a plus de pour que de contre. Bon, je crois que les choses vont se faire progressivement. Moi, je pense très honnêtement, une ville comme la nôtre, hein, comme il faut voir aussi ce qui se passe ailleurs, mérite d'avoir un centre-ville, je dirais, piéton, ce qui n'empêche pas de laisser l'accès, aux véhicules de temps en temps, puisqu'il y a des livraisons, il y a des riverains qui habitent sur ce secteur-là et qui ont besoin aussi d'accéder parfois avec leurs véhicules, parce qu'ils font des courses, font un certain nombre de choses. Donc tout ça doit être réglementé, comme ça se fait d'ailleurs dans certaines rues de la ville de Bourges aujourd'hui, hein, la rue Cours-Salon, pour prendre cet exemple, ou la rue d'Oron, la rue Mirbeau, ont des périodes d'ouverture et des périodes de fermeture. Et donc là, typiquement, la place Gordon, qui est au milieu, on va dire de quelques rues qui sont piétonnes, la rue Cours-Salon, la rue Mirbeau en particulier, mériterait qu'on aille un peu plus loin. Donc bon, je pense que et je sais que Philippe Mercier travaille avec les commerçants sur le sujet, de manière à ce que, enfin, qu'il y ait une logique d'une bonne partie de l'hypercentre qui soit piéton. Et je pense que c'est agréable d'ailleurs pour les clients qui viennent commercer ici, et ça permet d'ailleurs aussi de mettre en place des animations sans être perturbé par des voitures qui circulent. Voilà, je crois qu'il faut laisser un peu le temps au temps, les choses se font progressivement. Vous le voyez, on est parti d'une situation en 2014 où la place Gordon n'était quasiment jamais fermée, sauf pour des événements comme la fête de la musique ou des événements particuliers, à aujourd'hui où une bonne partie de l'année la place Gordon est fermée. Donc je crois qu'on va, j'imagine ici à la fin du mandat, à réussir à faire en sorte que la place Gordon soit définitivement rendue aux piétons et aux vélos. Une question de la session précédente posée par Simone. Nous constatons un problème d'accessibilité pour les poussettes au passage piéton. Rue René Ménard, direction rue Fernot, au niveau du croisement boulevard Lamarck, rampe Marceau, où nous débouchons sur des marches. La rue est également difficilement praticable en poussette. Plus globalement, comptez-vous faire quelque chose en faveur de l'accessibilité dans ce secteur, incluant le centre des expositions? Bon, alors j'ai à peu près repéré par votre descriptif. Je vais répondre d'une façon globale. On a lancé, c'est une obligation d'ailleurs, la ville de Bourges a lancé, alors je vais situer ça autour de 2012 à peu près, hein, un an près, vous m'en voudrez pas, ce qu'on appelle un PAV, un plan d'accessibilité des voiries et puis des espaces publics. Hein. C'est un plan qui a été établi sur 10 ans, qui a défini, d'ailleurs à l'époque j'étais maire adjoint aux travaux, donc nous avions concerté avec l'ensemble des associations qui prennent en charge des personnes en situation de handicap, à travers d'ailleurs des parcours en ville, hein, avec des reportages photos, rue par rue, quartier par quartier, pour identifier effectivement quels étaient les secteurs qui étaient en mal d'accessibilité. Bon. Donc nous avons commencé, nous présentons un bilan d'ailleurs de ce PAV tous les ans au conseil municipal. Une fois que ce bilan a été présenté, nous le présentons en préfecture. Ce bilan, finalement, on fait l'état de ce qui était prévu de faire une année, puis ce que nous avons réalisé, de ce que nous avons fait qui n'était pas prévu, puis ce qu'on avait prévu de faire que nous n'avons pas fait. Bon, sachant qu'une fois encore, ce plan est sur 10 ans, donc chaque année,
on améliore en fait l'accessibilité. Alors, vous avez pu le voir notamment sur la mise en place de bateaux à proximité des passages piétons, par la mise en place aussi de potelets à cet endroit pour éviter que les voitures y accèdent. On travaille aussi beaucoup sur les quais de bus qui sont rehaussés, donc là c'est à l'aide pilotés par Aglobus, et c'est la ville qui réalise, ou les communes qui réalisent. Donc oui, on a un certain nombre d'actions, des actions aussi qui ne se voient pas forcément, mais des fois, je me souviens au début, bon, je n'ai pas forcément le dossier maintenant en tête, mais quand je m'occupais de travaux, des fois il s'agissait de déplacer une poubelle qui se trouvait sur un trottoir et qui ne permettait pas justement de respecter la largeur d'1,40 m. Donc il y a eu des choses plus compliquées que d'autres qui ont été faites. Et en tout cas, le plan il existe et puis on le suit. Et on le suit plutôt bien. Alors évidemment, tout ça, ça n'a pas de fin, puisque la ville évolue, les communes évoluent, les choses se créent. Et le point particulier que vous évoquez, bon, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il va être traité, mais en tout cas, voilà, je prends note pour qu'on regarde la possibilité de remédier à cette problématique le plus vite possible. Une nouvelle question de la session précédente de Catherine. Pensez-vous continuer dans votre démarche de zone bleue dans d'autres zones commerciales du centre-ville, car il y a certaines zones qui mériteraient de l'être? Oui, alors vous savez, c'est aussi des sujets qui font discussion, qui font débat en tout cas. Donc on a évolué aussi là progressivement. Donc je sais que Philippe Mercier fait un gros travail de concertation avec les usagers, avec les commerçants. C'est la raison pour laquelle donc on a étendu la zone bleue sur le restant de la rue de Ron. Aussi, nous avons mis en place sa rue Édouard Vaillant, je crois, de mémoire, et dans d'autres secteurs. Donc tout ça doit se faire aussi progressivement. Donc on ne peut pas décréter qu'on va mettre de la zone bleue partout, on ne peut pas décréter qu'on va mettre de la gratuité partout, on ne peut pas décréter de mettre du stationnement payant partout. Donc tout ça doit se faire par une démarche, une fois encore, de concertation avec les personnes concernées, les riverains, les commerçants, l'avis aussi des services de police municipale, les SVP qui constatent, je dirais, de visu les turnovers qu'il peut y avoir sur des places de stationnement ou non. Donc ça, voilà, je sais que c'est un sujet que traite Philippe Mercier. Il faut faire évoluer ça aussi progressivement, parce que vous savez qu'on est dans un secteur et puis on est dans un pays où on râle et on n'aime pas le changement. Donc dès lors qu'il faut changer, il faut le faire progressivement. Donc voilà, c'est la démarche de concertation qu'on met en place. Alors une question de Dominique. Je suis surpris de ne plus voir de guirlandes perchées dans les arbres en face de Simply Market au Val d'Oron. Serait-il encore un moyen de faire des économies ? Oui, probablement. Oui, probablement, parce que, alors bon, je n'avais pas connaissance de changements particuliers sur le Val d'Oron, mais j'ai fait ce constat donc, au niveau du monument aux morts, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des guirlandes qui étaient dans les arbres, qui n'y sont plus, tout simplement parce que le coût d'installation, les heures passées, d'abord, il y a un certain danger à le mettre, puisqu'il faut utiliser une nacelle pour ça, ça prend beaucoup de temps. Et je préfère qu'on mette en place des motifs différents, qui soient plus faciles de mise en place, plutôt que passer du temps et prendre des risques à mettre des guirlandes dans les arbres, bon, tout simplement. Donc oui, je pense naturellement ça que Philippe Moussy, en charge des travaux, a eu en tête, parce que voilà, il faut continuer à décorer la ville, bien évidemment, pendant les fêtes de Noël, et je pense que, encore une fois, cette année, c'est plutôt réussi, mais d'un autre côté, arriver à faire en sorte de ne pas changer la physionomie de la ville pendant ces fêtes, la rendre belle, la rendre jolie, mais par contre, tout en faisant des exercices d'économie et limiter les risques. La question suivante est posée par Léo. Quels sont les chiffres de la mission emploi pour l'année 2017 ? Alors bon, je n'ai pas les derniers relevés que je devrais avoir incessamment sous peu. Je devrais avoir ça début janvier pour la fin d'année 2017. Si on cumule, alors je vous donne les grands chiffres, sincèrement je ne les ai plus en tête, mais les derniers chiffres que j'ai en tête, c'est qu'on a reçu plus de 2300 dossiers de candidats en fait, et on a dû, alors je sais pas, on va peut-être vous donner les résultats là tout à l'heure parce que je vois que mes équipes sont en train de chercher. On a fait quasiment 900 retours à l'emploi qui doivent correspondre à peu près à 300 CDI. Voilà, bon, c'est les ordres de grandeur, mais j'ai pas les chiffres exacts, mais vous les aurez si vous allez sur le site internet, et puis si j'imagine que puisque vous êtes équipé, puisque vous êtes en chat, vous allez sur la page Facebook de la ville de Bourges, et début janvier, dès que j'aurai les chiffres, vous allez sur la page de Pascal Blanc, et je vous mettrai les chiffres comme je les mets d'ailleurs tous les mois.
Une question de Choupinou 18. La ville de Nevers a décidé de rendre le stationnement gratuit à partir de janvier 2018. Quand cela sera-t-il prévu pour la ville de Bourges ? Vous savez, le maire de Nevers fait ses choix, politiques, que je ne mets aucun jugement de valeur sur ses choix. Aujourd'hui, la gratuité n'est pas d'actualité. D'abord, une fois encore, rien n'est gratuit, je le dis à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui est payant. On pourrait se poser la question d'ailleurs, pourquoi d'ailleurs toutes les villes en France ne feront pas du stationnement gratuit ? Il y a sans doute une raison. C'est comme le transport en commun gratuit. Toutes les villes ne le font pas, donc il doit bien y avoir une raison quelque part. Donc c'est pas d'actualité. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous avons cette chance sur la ville de Bourges d'avoir énormément de stationnements qui sont non payants, notamment en termes de parking. Je vous rappelais quand même que vous avez la place Sérocourt qui est non payante, sur laquelle on n'a pas modifié le nombre de stationnements, malgré ce que certains aient pu dire pendant un moment. Nous avons le plateau d'Oron, autrement appelé le plateau de la machine agricole. Nous avons le parking du Prado aussi qui est non payant, et d'autres parkings de Cournatol France. Enfin, j'en oublie, je ne vais pas tous les citer. Et pour prendre en compte ces derniers que je viens de citer, nous avons mis en place des navettes qui sont elles, non payantes aussi, qui vous permettent de garer votre voiture sur ces parkings, même s'ils semblent un peu éloignés, et de vous amener en moins de 10 minutes, un quart d'heure maximum, en centre-ville, sans devoir débourser un seul euro. Donc on a cette possibilité-là. On a aussi des parkings qui sont payants, du stationnement qui est payant. Donc on a une offre qui est très importante, avec des parkings qui ne sont pas saturés. Le parking du Prado est rarement saturé, même les soirs de match des tangos. Le parking du plateau d'Oron n'est jamais saturé, en tout cas. Alors, il n'est pas utilisable pendant le printemps de Bourges, je vous l'accorde, mais ça reste quand même avec une quinzaine de jours ou 3 semaines dans l'année. Donc, voilà. Donc, on a une offre de stationnement et payant et gratuit qui est importante, avec des navettes non payantes qui vous permettent de revenir en centre-ville. Donc, voilà, je crois que c'est le choix que nous avons fait. Le choix de la gratuité totale, nous ne l'avons pas fait. Alors, une question de la session précédente de Vanessa. Je suis accompagnatrice dans les transports scolaires. Je trouve qu'il y a des difficultés de stationnement devant les écoles, par exemple l'école Maryse-Bastier. Récemment, une voiture s'est garée juste devant la grille où je récupère les petits de maternelle. Nous n'avons donc pas pu nous garer devant la voiture car elle nous gênait. Est-ce que la police municipale pourrait éventuellement être présente aux heures de sortie le mercredi midi ? Je ne parle pas de la primaire, c'est pire encore. Alors, non, la police municipale ne peut pas être tous les jours de la semaine devant toutes les écoles pour pouvoir faire la circulation. D'abord, nous n'avons pas les effectifs pour, et la vocation de la police municipale, ce n'est pas forcément d'être à la rentrée et à la sortie des écoles toute la journée, puisqu'il y a d'autres activités à faire ailleurs en ville. Maintenant, spécifiquement, on peut aussi faire intervenir la police municipale pour rappeler quand même que le respect des règles. Puis vous savez, dans pareil cas, ce que vous citez devant l'école Maryse-Bastier, malheureusement on le trouve devant toutes les autres écoles, et concerne souvent les parents d'élèves qui posent leur voiture. Évidemment, il y en a à chaque fois 2 minutes pour amener son enfant à l'école, mais chacun a 2 minutes pour mal se garer. Et c'est les mêmes parents d'élèves après qui râlent parce que les règles ne sont pas respectées. Donc, bon, ça c'est encore des problèmes de manque de civilité, enfin d'esprit civique plus exactement, pour être précis dans mes propos. Et j'aurais tendance à dire qu'il faudrait aussi que les parents se fassent aussi l'autodiscipline quelque part. Alors je ne vous dis pas qu'il faut se battre sur le trottoir, c'est pas du tout ça. Mais voilà, la problématique, c'est que on ne peut pas mettre des policiers municipaux partout où il y a un risque de non-respect des règles, parce que d'abord, une fois encore, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas les effectifs. Et en tout cas, devant les écoles, vous savez qu'on a parfois des papas ou des mamans en trafic là, qui assurent la circulation là, devant les écoles, souvent demandés par les parents d'élèves d'ailleurs, pour sécuriser les entrées-sorties d'école. Et pour avoir discuté avec certains d'entre eux, d'abord on en a de moins en moins, on n'a plus de volontaires. Parce que, bon, excusez-moi de l'expression, mais ces papas ou mamans trafic se font engueuler par les mêmes parents d'élèves qui ont réclamé effectivement un peu de réglementation à proximité. Voilà, c'est de l'indiscipline, c'est du chacun pour soi. Et à partir de là, bon, oui, pour faire intervenir de temps en temps la police municipale pour rappeler la règle, mais en tout cas, voilà, ça devrait se régler d'une façon... il faudra un petit peu de bon sens pour chacun et le respect un peu de l'autre. Et je pense que les choses iraient naturellement mieux.
Une nouvelle question de la session précédente, elle est posée par Michael. Est-il possible de faire un point sur le déploiement de la fibre optique sur la ville de Bourges ? Oui, il est possible de faire un point. Alors maintenant, s'il faut que je vous le fasse là en direct, ça va être un peu compliqué. Je vais vous redire ce que je dis souvent, qui est un peu compliqué, qui fâche mes interlocuteurs d'Orange à chaque fois que je le dis, mais force est de constater que je suis très factuel. Voilà, je rappelle qu'on a un contrat, effectivement, un contrat qui a été signé avec l'opérateur Orange pour le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire de la ville de Bourges. Notamment, ce déploiement devait être fait sur 5 ans. Ce déploiement ne coûte rien à la ville de Bourges. Donc c'est la responsabilité d'Orange, effectivement, de déployer cette fibre. Nous avons découpé la ville en 5 secteurs, donc en 5 zones, en fait, pour pouvoir le déployer progressivement. On a attaqué, on va dire, plutôt, la zone 1 était plutôt le sud de la ville de Bourges, Val d'Oron, mais on remontait un peu jusqu'à la place Sirocourt. Dans ce secteur-là, la zone 2 est plutôt le relais entre la rue de Mazières, grosso modo, en remontant jusqu'à l'aéroport, et puis jusqu'à Vauvert. Donc voilà, ces 3 zones sont en train de se développer. Bon, alors on me dit que les zones 1 et 2 sont terminées, ce qui est presque vrai, mais ce qui est en partie faux, parce que la problématique reste du fait que, et là j'ai déjà expliqué, que tant qu'on utilise, enfin tant que les techniciens d'Orange ou des sociétés qui travaillent pour Orange utilisent on va dire les gaines, les réseaux souterrains qui étaient existants, donc on repasse la fibre à l'intérieur, donc et moyennant l'installation de quelques armoires, là, je ne vais pas rentrer trop technique, mais le déploiement se fait plutôt bien, sauf que dès lors que vous n'avez pas ces réseaux qui sont souterrains, vous dépassez en aérien, et passer en aérien, ça veut dire qu'il faut des poteaux. Alors soit on utilise des poteaux appartenant à Enedis, en fait ex-EDF, encore faut-il vérifier que ce poteau soit en capacité de supporter une fibre optique, et puis qu'ensuite, il y a des conventions à passer entre Orange, et puis, enfin, je fais simple, et puis Enedis. Et puis, si les poteaux ne supportent pas le poids suffisant, il faut réimplanter des poteaux complémentaires. Donc là, c'est à la ville de Bourges d'implanter des poteaux. Donc voilà. Le déploiement se passe globalement plutôt bien, mais on a des points durs. Et puis, et malheureusement, pas toujours d'éléments précis quant à la mise à disposition, l'éligibilité, on va dire, des riverains pour pouvoir se connecter à la fibre aujourd'hui. Voilà. Alors on l'a d'une façon complètement imprécise, malheureusement, et c'est une vraie difficulté qu'on a aujourd'hui avec l'opérateur. Et maintenant, c'est JP qui vous pose la question suivante. Où en est la démarche de Bourges, capitale européenne de la culture ? Eh bien, écoutez, j'ai tendance à dire nulle part, mais je vais vous expliquer en 2 mots. J'ai évoqué le sujet avec Madame la préfète il y a 2 jours. D'ailleurs, c'est une hypothèse que j'avais mise auprès de la ministre de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin. C'était en 2015, quand la ville de Bourges avait signé son contrat, son engagement culturel sur 3 ans avec l'État. Et l'idée paraissait bonne. Et puis je pense que l'idée d'être capitale européenne de la culture est bonne sur le plan du principe, puisque on a des atouts, je dirais quelque part. On est en France, pays de culture, au centre de la France, en termes de proximité, c'est important. On a des atouts culturels et patrimoniaux importants sur la ville de Bourges, donc les atouts sont là. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, il faut se positionner, de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette candidature potentielle, et puisque ça coûterait, est-ce que j'irais à la ville de Bourges. Et tout ça, il faut effectivement conduire un projet, un vrai projet qui doit être porté par la ville de Bourges, et uniquement par la ville de Bourges. Si c'est la ville de Bourges qui est candidate, c'est personne d'autre qui va porter cette candidature. Donc il faut d'abord qu'on soumette l'idée de principe de lancer une étude d'impact et de pertinence, et ça, c'est une décision qui doit être proposée au conseil municipal et validée par le conseil municipal. Bon, dès lors qu'on lance cette étude, il faudra aussi mettre les acteurs autour de la table pour définir ce que l'on met à l'intérieur de ce projet-là. Je donne simplement un exemple. Mons, en Belgique, est une ville qui a été capitale européenne de la culture, qui est une ville de 90 000 habitants, à peu près comparable sur l'ordre de grandeur de Bourges. Et puis si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, vous allez avoir des informations, les mêmes que j'ai obtenues. Ce sont des niveaux d'investissement qui sont énormes, alors avec des participations de l'Europe, des participations de l'État et des régions pour ces investissements, alors qu'ils peuvent être soit de la réhabilitation, soit de la construction de bâtiments. Mais sauf qu'une fois que vous avez l'aide, vous l'avez une fois,
une année, donc le jour où effectivement l'année où vous êtes candidate, et puis vous êtes surtout retenu, vous êtes capitale européenne de la culture, mais derrière tous les investissements, c'est seule la ville qui les porte, notamment en termes de fonctionnement. Parce que c'est bien beau de mettre en place des différents bâtiments de spectacles, de culture, mais une fois que vous les avez, qui va assurer le fonctionnement, le coût de fonctionnement? Ce sera forcément les contribuables, et ce seront les contribuables berruyers en l'occurrence. Bon. Donc, OK pour se lancer sur une réflexion que je piloterai en tant que maire de Bourges, mais ce n'est pas une idée qu'on a comme ça un matin en se rasant en disant on y va. Il faut bien mesurer les conséquences et il faut être en mesure, je dirais, d'assurer justement cette candidature et l'accès à cette candidature. Et moi, je n'ai pas du tout envie aujourd'hui d'engager les berruyers sans avoir réfléchi, mûri avec l'ensemble des acteurs, qui soient des collectivités, qui soient des acteurs, qui soit l'État, qui soit la région, qui soit aussi des acteurs culturels locaux et d'autres élus. Je n'ai pas du tout envie d'engager les berruyers sur une piste qui ne sera pas, je dirais, bordée par l'ensemble des risques. Donc on a le temps, hein, on a jusqu'à 2021 pour candidater, donc on a encore du temps devant nous, et en tout cas, voilà, on va lancer cette réflexion au début de l'année 2018. Une nouvelle question de la session précédente posée par Olivier. Quelles sont les futures actions que vous allez mettre en place dans le cadre du projet Centre-Ville de demain? Alors c'est plutôt, je pense, le centre-ville en mouvement, je crois que vous voulez dire plus exactement, ou centre-ville de demain. Alors je ne sais pas quelle est la question. Alors comme je ne comprends pas trop la question, j'ai deux pistes dans la tête, donc je vais vous les exposer. Alors centre-ville en mouvement, hein, c'est une association à laquelle la ville de Bourges vient d'adhérer, hein, pour... comme d'autres villes d'ailleurs du territoire, l'idée étant de travailler sur l'attractivité commerciale du centre-ville, hein, le commerce qui souffre, hein, dans les villes moyennes, en particulier Bourges n'échappe pas à la règle, bien évidemment. Donc ça c'est le premier sujet, c'est cette adhésion pour qu'on puisse partager entre nous les difficultés que l'on a, et puis peut-être partager des réponses aux causes de cette désertification que peut-être quelques collectivités ont trouvées. Donc voilà, si c'est ça la question, mais je crois que c'est pas ça. Je crois que ce que vous voulez dire, c'est la réflexion, le projet qu'on a appelé Bourges 2040 ou Bourges 2050, c'est peut-être plutôt ça. Alors si c'est ça, donc je vais vous répondre aussi autrement. Donc on va engager cette réflexion dès l'année prochaine. L'idée, c'est de réfléchir avec l'ensemble des acteurs, hein, qu'ils soient des acteurs, on va dire, économiques, qu'ils soient des acteurs industriels, qu'ils soient des verrouillés, qu'ils soient des acteurs du commerce, qu'ils soient des acteurs culturels, à se dire comment vous voyez votre ville, Bourges, en 2050. Alors, pas pour nous, hein, parce que nous, je ne sais pas où on sera en 2050, mais en tout cas, l'idée, c'est de se projeter en disant, voilà, la ville qu'on veut laisser à nos enfants, à nos petits-enfants demain. Donc voilà, c'est une réflexion très globale qui va toucher l'architecture de la ville, qui va toucher sa rénovation, qui va toucher la mobilité, qui va toucher tous ces sujets environnementaux. Enfin, c'est pas limité, en intégrant des projets aussi qui peuvent être majeurs sur nos territoires. Alors, je prends un exemple qui peut faire sourire des fois, mais moi, ça me fait de toute manière pas sourire aujourd'hui. L'arrivée du TGV à Bourges, le jour où le TGV arrivera à Bourges, il arrivera pas, je ne sais pas, mais prenons cette hypothèse. Le TGV arrive à Bourges, il faut mesurer l'impact que ça peut avoir d'un point de vue organisation de la ville en termes d'abord de stationnement, de développement économique autour de cette gare, de mobilité, d'accessibilité, en termes de voirie. Vous voyez, il y a tous ces sujets en fait qui peuvent rentrer par rapport à ce projet global. Tous ces projets identifiés doivent être intégrés. Donc voilà, la démarche va démarrer donc dès l'année prochaine. Ça n'a aucune volonté politique, hein, vous voyez, puisqu'on se projette en 2050. Donc vous imaginez qu'en 2050, je ne serai plus à la tête de cette ville, peut-être même plus de ce monde, j'en sais rien. Je ne me souhaite pas que du mal, mais en tout cas, voilà. Donc je crois qu'il est important à un moment donné de co-construire en fait la ville où on voudra vivre demain, ou tout au moins que nos successeurs ou nos enfants et petits-enfants vivront demain. Une nouvelle question de la session précédente, elle est posée par Simone. Nous habitons rue Henri Sellier et avons des enfants en bas âge. Nous sommes choqués par la vitesse de certains automobilistes qui dépassent les 50 km/h et qui brûlent le stop au niveau de l'auberge de jeunesse. Nous craignons qu'un malheur arrive un jour car de nombreux enfants et publics fréquentent cet endroit. Avez-vous déjà eu vent de ce problème? Des dodanes ou d'autres moyens ne seraient-ils pas à envisager?
Bon, j'ai pas eu de vent de vitesse excessive en Bruxellier, mais si vous le dites, c'est votre ressenti, donc je ne remets pas en question. Maintenant, vous savez, dans toutes les villes de Bourges, on dit que les véhicules roulent trop vite. Bon, donc on a une méthode déjà pour ça, c'est qu'on, et là je verrai avec les services techniques de la ville de Bourges, c'est d'abord faire des comptages. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois on a des câbles à travers les rues, qui nous permet effectivement de connaître la fréquentation de la rue, d'abord avec une ségrégation, les véhicules légers et les véhicules lourds, et de mesurer sur une période qui est d'une semaine à 15 jours, les vitesses pratiquées. Bon, donc ça c'est la première chose, ça permet d'avoir, au-delà du ressenti, la réalité des choses, concrètement. Ensuite, après, il y a des actions qu'on peut mener. Alors il y a des actions de type technique. Alors dès lors, effectivement, qu'on juge que les vitesses pratiquées sont en moyenne élevées, bon, après on n'empêchera pas, si vous voulez, la personne, un cas, quelqu'un qui va rouler trop vite, mais si c'est un cas extrême par rapport à la moyenne, on n'aura pas forcément d'action. Mais si effectivement les vitesses moyennes pratiquées sont révélées excessives, à ce moment-là, des actions, soit des actions techniques, alors, il n'y a pas de bonne solution technique aujourd'hui, et puis c'est malheureux de dépenser de l'argent en solutions techniques pour des problèmes d'incivilité, parce que c'est encore ça. Soit on a des solutions répressives, et je crois sincèrement beaucoup plus à ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la police municipale est équipée d'un cinémomètre, d'un radar, plus communément appelé radar, et puis de se positionner de manière à verbaliser des véhicules ou des conducteurs qui roulent trop vite. Donc voilà, je crois qu'on va passer par, je vais voir avec le service technique, donc je vois qu'en face de moi, mes collaborateurs sont en train de noter ces 2 points d'intervention que j'ai évoqués jusqu'à présent, de manière à ce qu'on fasse d'abord ces contrôles de vitesse, et puis à partir de là, on décidera de ce qu'on peut faire. Simplement, dans la rue Henri Sellier, je vois où vous voulez en dire, enfin, notamment, c'est vrai que le stop est pas forcément... Alors, pour ceux qui connaissent, on sait qu'il y a un stop, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'est pas forcément si lisible que ça. Ça pour le stop. Après, pour les vitesses pratiquées, les solutions des coussins berlinois, des ralentisseurs ne sont pas les bonnes. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ce sont des installations qui sont générateurs de bruit, notamment en plus, j'imagine que vous habitez à proximité, peut-être dans des grands immeubles qui donnent de l'autre côté sur le stade Alfred Depège. Et vous voyez, ça fait une cheminée assez importante entre l'école de musique et l'auditorium et puis ces immeubles-là. Et ça fait qu'amplifier les bruits. Donc les coussins berlinois qu'on met aujourd'hui en place, qui soient soit en plastique, soit construits, génèrent des bruits quand les voitures passent, même si elles ne passent pas trop vite. Et là, vous êtes gêné par des bruits. Donc il y a peut-être d'autres solutions techniques, mais en tout cas, voilà, il faut déjà qu'on commence par le diagnostic. La prochaine question nous vient de Jérôme. Je voudrais savoir si les aires de jeu au Gibjon vont être changées et aménagées avec de nouveaux jeux. Alors de mémoire, je vous dirais non, comme ça, brutalement, parce que j'ai en tête le budget d'investissement pour l'année prochaine, même s'il n'est pas complètement validé, mais en tout cas, voilà, j'ai en tête les pistes, et j'ai pas en mémoire, en fait, le fait de compléter des jeux. Par contre, ce que l'on fait chaque année, c'est qu'on s'assure de la bonne qualité, en fait, des revêtements au sol, parce que c'est aussi pour les problèmes de sécurité, donc ils sont souvent dégradés. Alors soit effectivement les sols ne sont plus conformes, donc c'est la première hypothèse auquel cas on les change, soit effectivement les sols sont dégradés, et régulièrement on en fait, on tourne un peu sur les différentes aires de jeu de manière à les rendre conformes. Mais en tout cas, quand l'agrandissement je dirais des possibilités sur les aires de jeu actuelles, sincèrement de mémoire, c'est pas d'actualité. La question suivante est posée par Jérémy. Comment avancent les négociations pour garder les formations de l'IUT et de la fac de droit à Bourges ? Alors elles avancent, on va dire, groupées. C'est ça qui était très important, c'est que sur ce sujet-là, comme d'autres, en fait, on est fort quand on est ensemble. Et là, aujourd'hui, notamment, on a pris... à la fois au niveau de la ville de Bourges, au niveau de l'agglomération, au niveau du département, un vœu qui a été pris au cours des dernières sessions pour se mobiliser par rapport à la non-fermeture des licences et de l'antenne de droit. Bon. Sur l'antenne de droit, aujourd'hui, il n'y a pas de décision qui vont dans ce sens. Sur les licences, c'est un peu plus compliqué, notamment sur les 3 licences concernées. Il y a une licence pour laquelle il n'y a pas eu de proposition de nouvelle licence, puisque le corps professoral n'a pas fait candidature pour le coup, donc évidemment on peut difficilement devoir s'étonner que cette licence puisse être retenue si on ne fait pas que de candidature. Maintenant, la question se pose sur les 2 autres. Donc voilà, le travail est en cours. J'ai rencontré aussi le
président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, il y a une dizaine de jours sur le sujet. Donc on se mobilise auprès de l'Université d'Orléans de manière à faire en sorte qu'on ne soit pas privé de ce genre de formation qui est utile pour l'enseignement supérieur de façon générale sur l'agglomération et pour le département aussi, et puis qui est utile aussi par la qualité de la formation qui est donnée et d'avoir des jeunes diplômés dans ces catégories-là dont on a besoin le territoire notamment, donc, soit parce que c'est toujours compliqué de faire partir des étudiants de la région, notre département ou notre ville ou l'agglomération, d'aller étudier ailleurs. Alors, il y en a qui font ce choix pour des raisons parce qu'ils n'ont pas d'offres correspondant à leur envie sur le territoire, mais il y en a d'autres aussi qui le font pour des raisons aussi purement financières. Donc de couper ces formations-là, c'est dommage. Et puis il y a l'autre volet, c'est que ces formations-là correspondent typiquement aux besoins que nos entreprises, nos sociétés implantées sur notre territoire veulent en fait pour développer leur activité économique. Donc c'est ça aussi qu'il faut rapprocher, avoir des jeunes qui viennent chez nous ou restent chez nous, soient formés à des choses qui les intéressent et puis qu'on ait la capacité aujourd'hui d'avoir des entreprises, par exemple, qui puissent les embaucher à l'issue, ce qui est le cas aujourd'hui, notamment par un grand mouvement d'apprentissage qui est fait entre les entreprises du département et les jeunes de l'IUT, notamment ceux qui sont en licence professionnelle, et puis qui peuvent être repris par ces entreprises si cet apprentissage se passe bien. Donc vous voyez qu'il y a une vraie volonté de l'ensemble des acteurs aujourd'hui de défendre ce dossier. Alors rien n'est gagné, mais rien n'est perdu. Une nouvelle question de la session précédente, elle est posée par Léo. Je souhaite installer mon entreprise à Bourges. Quels sont les réseaux d'entreprises ? Les réseaux d'entreprises, il y a plein de réseaux d'entreprises qui existent. C'est bien un peu la difficulté de nos organisations aujourd'hui, c'est qu'on a des différentes entrées, d'ailleurs, pour ceux qui veulent créer leur entreprise, pour ceux qui veulent reprendre une entreprise. Je vais vous donner en fait simplement deux contacts qui me paraissent importants. D'une part, la Chambre de commerce et d'industrie, qui est à la limite le guichet principal au sein d'un département, donc qui peut vous accompagner justement pour vous faire, d'abord, si vous créez votre entreprise, apporter le conseil, et puis aussi, derrière, vous donner des réseaux d'entreprises, justement, qui peuvent vous aider dans cette démarche. Et puis, vous avez aussi, donc, côté agglomération, puisque nous portons la compétence développement économique, donc je vous engage à prendre contact avec la direction la DGA, enfin direction qui est en charge du développement économique et l'enseignement supérieur, qui s'appelle M. Marc Biocchini, et qui pourra aussi vous donner, à travers sa connaissance et les réseaux que nous avons, justement des réseaux d'entreprises avec qui nous travaillons. Donc je pense qu'avec ces deux entrées, vous devriez couvrir, j'imagine, sur le département, au moins 90% des entreprises. Une question de la session précédente posée par Kevin. Avons-nous un espoir un jour d'avoir une vraie rocade à 4 voies autour de Bourges et un péage plus grand ou une autre sortie ? Bon, alors, plusieurs sujets là. D'abord, concernant la rocade, il faut déjà la finir. Bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça doit être le cas dans 3 ans. Vous savez que le dernier tronçon de rocade est en cours de réalisation. Et que l'agglomération participe. Alors c'est un chantier, un projet piloté par le département et pour lequel l'agglomération participe financièrement. Donc ça c'est le premier point. Quant à faire passer la rocade à 2 fois 2 voies, je pense que oui, peut-être potentiellement c'est possible, mais très sincèrement sur le court et moyen terme, je n'y crois pas du tout. Je crois qu'il faut être raisonnable. Aujourd'hui, la rocade fonctionne plutôt bien en l'état. Bon, bien sûr qu'il y aurait peut-être des axes d'amélioration pour sécuriser dans certains points, mais bon, dès lors que la rocade sera terminée, voilà, on sera en capacité de faire le tour de la ville d'agglomération d'une façon assez fluide, d'une façon, en règle générale. Bon. Se pose la question de l'échangeur actuel et du deuxième échangeur, deuxième sortie d'autoroute. C'est un sujet complètement d'actualité. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un échangeur qui est saturé, qui l'est déjà et qui va être encore saturé, je pense, pour un petit peu de temps. Sauf qu'on mène des opérations, notamment au titre de l'agglomération, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'aménagement de giratoires sur la rocade et sur la nationale 151, de manière à fluidifier et faire en sorte de réduire le nombre de véhicules qui arrivent sur cet échangeur-là, même ça sur les véhicules qui veulent aller retourner sur Bourges, qui veulent aller sur Châteauroux. Donc ça sera un moyen de diluer un peu le trafic. Et puis le travail qui est en cours sur le deuxième échangeur, la deuxième sortie d'autoroute,
qui a comme objectif en fait d'améliorer la fluidité en fait des véhicules qui viennent du nord du département et qui veulent prendre de l'autoroute, parce qu'aujourd'hui soit ils vont jusqu'à Vierzon, soit ils doivent descendre sur le sud de la ville pour prendre l'entrée d'autoroute existante pour repartir dans les deux sens. Donc il y a un flux de circulation et donc des sécurités, un manque de sécurité sur certaines communes du nord du département qui nécessite effectivement de voir les choses autrement. Ça, c'est la première chose. Alors, aujourd'hui, on a l'opérateur qui est Vinci, donc a lancé l'étude d'impact, de pertinence et d'impact, donc notamment sur les flux, sur l'autoroute actuelle, et exactement, d'abord précisément, aux sorties de l'échangeur, sur un certain nombre de routes départementales évidemment sur l'ensemble du territoire du Cher. Et à partir de ces résultats d'études, finalement, on jugera ou pas bon d'une deuxième sortie d'autoroute, mais on est intimement convaincu que le résultat sera positif. Et le deuxième intérêt de cette deuxième sortie d'autoroute, c'est aussi de pouvoir créer une autre zone d'activité, puisque vous voyez bien partout, en France, je pense en Europe, c'est aussi pareil, autour des échangeurs, vous avez un développement économique qui s'est fait. La preuve à proximité, sur l'échangeur actuel de la ville de Bourges. Rappelez-vous, il y a 10 ans, dans ce secteur-là, 10-12 ans, il n'y avait strictement rien. Vous voyez maintenant, dans ce secteur du Moutet, de la voie romaine ou de Beaulieu, les espaces sont complètement remplis. C'est pas fini, parce qu'on est très sollicité en ce moment. Et on voit bien que dans la période dans les 10 ans qui vont venir, ces zones d'activité vont être complètement saturées. Et donc, cette deuxième sortie d'autoroute permettra effectivement de faire en sorte que dans 10 ans, on aura une nouvelle zone d'activité. Et il faut toujours s'y prendre au moins 10 ans d'avance. Une fois encore, si on prend le cas d'échangeurs aujourd'hui, il y a 10 ans, il n'y avait rien. Donc mes prédécesseurs, à l'époque, ont fait le pari d'aménager ces espaces fonciers. Ils les ont viabilisés. C'est un choix, c'est un risque, un investissement, mais qui a payé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire venir des entreprises et les entreprises s'implantent. Donc il faut qu'on pousse cette deuxième sortie d'autoroute pour les raisons techniques dont je vous ai parlé, mais aussi pour créer des espaces de zones d'activité qui sont synonymes, effectivement, d'emploi, bien évidemment. La prochaine question nous vient de Cécile. Comment voyez-vous le développement des études supérieures avec l'installation de la future école de management? Est-ce le début de futures autres écoles, filières? Oui, bien évidemment, ce projet est intéressant. Après, il faut voir aussi une chose, ça rejoint la question de l'internaute quelques minutes en arrière, sur le fait qu'il faut déjà aussi maintenir donc les filières qui sont en place aujourd'hui. Ça, faut s'y accrocher dès lors qu'elles sont pertinentes. L'INSA va aussi augmenter son nombre d'étudiants. C'est 2020 étudiants en 2020, donc c'est bientôt. Et puis des opportunités comme celle dont vous parlez, qui est très importante, puisqu'on vient conforter l'image, notre capacité d'ailleurs à recevoir des étudiants. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler prochainement en début d'année. On a peut-être une bonne surprise voilà, je ne vous en dis pas plus parce que pour l'instant c'est un peu secret, ça date d'hier. Donc il est possible qu'on ait des activités de développement estudiantine importantes dans les tout prochains mois. Mais je ne veux pas dévoiler pour l'instant ce secret. Une nouvelle question de la session précédente, elle nous vient d'Eddy. Sur le site du stade de Jacques Rimbaud, une tribune n'est pas suffisante. À l'avenir, pourrait-il y en avoir une autre? Alors, écoute, je ne vais pas souvent au stade Jacques Rimbaud, j'y vais quelques fois, à part sur des événements exceptionnels, quand il y a eu la finale de la Coupe de France, notamment de féminine, qui a eu lieu, et puis le match de coupe récemment. J'ai rarement vu le stade de Jacques Rimbaud rempli, et la tribune, certainement pas. Donc, alors le plus qui prend la place, c'est Manolo avec son tambour, parce qu'il prend 4 places, mais très objectivement, je ne vois pas aujourd'hui, très sincèrement, ce qui justifierait, d'investir davantage sur des tribunes complémentaires. Sachant que déjà, il faut qu'on maintienne ce stade Jacques Rimbaud en état de fonctionner en termes de sécurité, ce qui représente déjà un budget important chaque année, parce que la conception a été, on va dire, plus que moyenne, qui engendre aujourd'hui des coûts de maintenance qui sont importants. Donc faisons déjà le nécessaire pour que ce stade vive dans de bonnes conditions avant d'imaginer
voilà, un agrandissement de tribune qui, à mon sens, ne se justifie pas du tout aujourd'hui. Une question de la session précédente. Corinne vous demande à quand la réinstallation d'une antenne de police dans le quartier du Val d'Oron? Car je ne sais pas si vous avez noté le nombre d'habitants qui ne cesse d'augmenter, ainsi que les actes d'incivilité et de violence. Je crois qu'il faut agir très vite. Ben, je me souviens que c'était une promesse de campagne du candidat aux législatives de l'époque, qui était Yann Gallu, qui s'était engagé effectivement à ce que ce commissariat soit opérationnel. Bon, sauf que c'est plus le cas. Moi, j'ai bon espoir, très sincèrement, que si le gouvernement actuel va dans le sens de la politique qu'il veut faire en termes de sécurité, et notamment déployer de nouveau de la police de proximité, qu'on puisse avoir une réouverture d'une antenne du commissariat de police dans le quartier du Val d'Oron, ce qui est d'ailleurs le cas au Gibjon d'ailleurs. Bon voilà, aujourd'hui on n'est que sur des suppositions, ça voudrait dire aussi que quelque part il faut que les effectifs de police nationale augmentent, hein, parce que si c'est pour répartir les effectifs actuels sur les antennes, ça ne servira pas à grand chose. Donc c'est tout le combat, hein, c'est d'augmenter effectivement les effectifs de police nationale, et dès lors que cette politique de déploiement de police de proximité sera effectivement mise en place, ben pourquoi pas, et je pense que ce serait plutôt une bonne chose d'avoir des antennes de commissariat de police décentralisées dans l'ensemble des quartiers d'ailleurs, hein, pas forcément sur le Val d'Oron ou les Gibjons, sur l'ensemble des quartiers. Une question de la session précédente de Clara. Avez-vous déjà envisagé un partenariat avec la ville d'Augsbourg au niveau des études supérieures? On a plein d'idées avec nos amis d'Augsbourg, évidemment, en termes de... Alors, beaucoup de choses se font, hein, en termes d'échanges déjà, je dirais d'écoliers ou de lycéens qui vont sur Augsbourg, et à l'inverse, des lycéens ou écoliers d'Augsbourg qui viennent chez nous, collégiens. Bien évidemment, on a des pistes, notamment une des dernières pistes qui a été évoquée là, au cours de leur venue, donc de l'automne, ça serait de pouvoir bénéficier, je dirais, d'échanges, notamment en termes d'artistes, alors que ce soit des artistes, je dirais, d'ailleurs de tous les arts, hein. Donc on a parlé d'abord musique, hein, par rapport à un État-Bourges, donc est-ce qu'on ne pourrait pas découvrir des pépites à travers d'un État-Bourges et puis leur donner la possibilité de s'exprimer à Augsbourg et vice-versa. Enfin, voilà, on n'est plus sur l'aspect culturel, mais je pense qu'il faut... Mais très sincèrement, là-dessus, Éric Mességuet, qui est en charge de tous les échanges, tous les jumelages, est très acteur, parce qu'il est en train de remettre en route justement tous ces jumelages avec les villes qui sont jumelles avec nous. Et je sais qu'il a dans sa feuille de route, celle qui s'est faite, regarder ce qu'on pourrait faire aussi, en particulier à Augsbourg, parce que finalement c'est une ville pour laquelle le jumelage se passe le mieux. Voilà, c'est aussi un peu historique, puis ça dépend des fois des personnes. Mais dans le domaine effectivement de l'enseignement, je pense qu'il y a des choses à creuser et à développer en tout cas. Vous avez tout à fait raison. La question suivante est une question à nouveau de la session précédente. Elle est posée par Corinne. Je réside rue Yves Montand. Je vous demande de faire le nécessaire, s'il vous plaît, pour que la limitation de vitesse soit réduite. Il y a des ralentisseurs qui ne servent à rien. Peut-être pourriez-vous mettre un panneau de contrôle, car les voitures roulent à plus de 50 et cela frotte le sol sans cesse. À quand la réfection de la rue de la Rotée? Bon. Alors ce type de questions, moi je vous conseille, bon je ne vais pas y répondre, c'est pas que je ne vais pas répondre à la question, mais enfin, ce n'est pas l'objet d'un chat vidéo bien évidemment, mais simplement une petite réflexion. Tout à l'heure il y a une dame m'interpellait sur les vitesses pratiquées en Henri Sellier en me disant quand est-ce qu'on met des lodanes, et là vous me dites effectivement vous en avez dans votre rue Yves Montand, et puis ils ne servent à rien, donc vous voyez ça veut dire que les solutions techniques qu'on peut mettre en place ne résolvent pas forcément les problèmes. Bon, moi ce que je vous engage sur cette question spécifique de la rue Yves Montand, c'est de me faire un petit email ou un courrier, de manière à ce que je regarde avec les services ce que l'on peut mettre en place, de manière à ce que les vitesses soient pratiquées. D'abord, qu'on révèle effectivement par des comptages que les vitesses pratiquées sont importantes de nouveau, et puis qu'on regarde quelles solutions on peut mettre en place pour résoudre ce problème. Sur la rue de la Rotée, aujourd'hui, il n'y a pas de velléité de la requalifier, hein. Vous savez, tout le monde voudrait qu'on requalifie toutes les rues. Je le répète, il y a 250 km de voirie à Bourges, hein, c'est la distance entre Bourges et Paris, hein, donc on ne peut pas tout faire. On a fait, dans votre quartier ou pas loin, on a refait la rue de Lasnay, en grande partie, c'est une vraie attente. On ne peut pas refaire toutes les rues. Sincèrement, la rue de la Rotée, j'y suis passé encore tout à l'heure. C'est pas la
pire des rues de Bourges. Bien évidemment, il y en aurait sans doute d'autres à faire en priorité. Aujourd'hui, les choses se passent plutôt bien. C'est vrai qu'il faut sans doute faire un effort sur quelques trottoirs. Ça, je le concède, dès lors que les voitures ne se garent pas à cheval sur le trottoir aussi. Mais voilà, il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas d'urgence aujourd'hui à refaire de la rue de la Rotée. Il y a sans doute d'autres priorités que la rue de la Rotée. Alors une question d'Hervé de la session précédente. Qu'en est-il de l'aménagement de l'espace des bigarelles? Table, bancs, jeux enfants? Eh bien écoutez, c'est Hervé qui s'occupe de ce sujet-là, entre autres. Donc Hervé Lantoine, vice-président du conseil de quartier centre-ville, Charlet, Marais-Charlet. Là-dessus, on a déjà fait un certain nombre de choses, puisqu'on a isolé le terrain de foot, on les a séparés d'ailleurs d'un point de vue, avec un grand grillage, de manière à laisser cet espace, je dirais, un peu libre. D'autre part, on a aujourd'hui l'ancienne maison de gardien qui est ici, pour lequel on a prévu quelques travaux l'année prochaine, de manière à ce que cette salle puisse servir à la fois pour les conseils de quartier, pour se réunir, et pour certaines associations. Donc voilà, un peu chaque année, on mettra en place, dès que nos finances pourront le permettre. C'est pas forcément à chaque fois de gros investissements, donc il faut le faire progressivement. Et là, je note, si vous voulez, qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par le vice-président du conseil de quartier, donc Hervé Lantoine, sur le sujet, avec l'ensemble des conseillers. Un travail très effectif. Alors évidemment, chacun voudrait que tout soit fait tout de suite. Tout ne peut pas être fait tout de suite, donc les choses se font progressivement. Mais voilà, je pense que année après année, on améliorera ce secteur, et notamment, ce qui me paraît important, c'est cette traversée possible à travers donc le stade des Bigarelles, sur la partie qu'on a isolée, de manière à ce que les habitants qui se trouvent de l'autre côté n'aient pas l'obligation de faire le tour pour rejoindre l'avenue des Dumones. Voilà. Une question de la session précédente posée par Sylvain. Je suis ouvrier et dépend des bus. Lors des horaires d'été, certains sont supprimés tôt le matin. Or, il n'y a pas que les étudiants qui prennent les transports en commun. Ne serait-il pas possible d'avoir des bus disponibles à partir de 6 heures ? Mais tout est possible, c'est une question de prix. Évidemment, tout est possible. On peut mettre des bus 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine. Ça, c'est pas un problème. Le tout, c'est comment on les finance. Alors, dès lors qu'effectivement, les communes qui adhèrent au syndicat Lagobus sont en capacité de cotiser plus, on pourra mettre plus de transport. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui dans leur idée. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Bien sûr qu'on veut faire tout plus, c'est toujours une question de moyens. Moyens, on met en face. Alors c'est les questions qu'on se pose à chaque fois. Comment assurer le service public? Comment le développer plus sans qu'on dépense forcément plus? Et quel est le retour? Parce que mettre un bus sur votre ligne à 6 h du matin, parce que et je comprends votre besoin, je ne parle pas de jugement là-dessus, parce que vous en avez besoin à ce moment-là, peut-être qu'un de vos voisins dans une rue voisine, lui travaille à 5 h du matin, donc vous demanderez qu'on en mette à 4 heures, mais vous occuperez peut-être chacun un bus. Pendant votre temps de trajet, il n'y aura peut-être plus personne que vous dans le bus, à part le chauffeur évidemment, à part le conducteur. Donc oui, c'est à chaque fois une question d'équilibre. Dès lors qu'il y a des collégiens, des écoliers, des lycéens, on voit bien que les bus sont remplis, je dirais le matin, relativement tôt le matin. Dès lors qu'on a plus cette activité, je dirais, si vous faites un ratio entre le nombre de personnes qui fréquentent et le coût que ça génère, effectivement, on fait des choix de limiter en fait cette prestation sur certaines périodes de l'année. Et maintenant, la dernière question qui est posée par Franck. Y aura-t-il une réfection de l'avenue de Saint-Amand pour faciliter le stationnement des riverains et augmenter la sécurité des piétons? Oui. Si votre question après, c'est quand, pas pour l'instant. En tout cas, l'avenue de Saint-Amand est une rue aussi qui est un peu particulière. D'abord, on a refait, vous vous souvenez, il ne faut pas oublier qu'on a refait une bonne partie de l'enrobé qui devait être fait il y a, je crois que ça fait 2 ou 3 ans qu'on a dû faire ça, l'une des premières opérations nous avons fait de réfection de voirie, parce que là c'était un peu la tôle ondulée. Après, les problématiques de stationnement, elles sont liées aussi, à mon sens aujourd'hui, au positionnement des arbres. Alors, je ne vais pas couper tous les arbres dans la ville, vous savez que j'aurai peut-être quelques détracteurs, mais on voit bien que cette rue, en termes de stationnement, dans sa conception, rend les choses difficiles, même dangereuses d'ailleurs pour se stationner, parce que même si c'est pas
Bon, c'est vrai qu'on va dire qu'encore c'est une rue où on a tendance à rouler vite, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, on voit bien que c'est une rue qui est droite, qui est une entrée de ville. Et c'est sûr que les gens ne roulent pas à 30 km/h dans cette rue. Donc dès lors que vous voulez vous stationner, et vous devez vous stationner entre deux arbres, c'est quand même un peu compliqué, un peu dangereux. Il y a la qualité aussi, il y a des trottoirs qui sera à refaire, mais en fait là aussi les arbres sont aussi responsables de tout ça, avec les racines qui viennent détruire les trottoirs. Donc oui, cette rue-là nécessiterait d'être vue, mais elle reste un peu compliquée, je dirais, dans sa conception, dans son habitat d'ailleurs en l'occurrence. Donc voilà, aujourd'hui, très clairement, c'est pas une priorité, je vous le dis très clairement. Alors je suppose que c'était la dernière question, c'est qu'il n'y en avait plus. Écoutez, voilà, nous arrivons à la fin de cette session de chat vidéo. Tout d'abord, merci d'avoir encore participé, très nombreux, que ce soit à travers le site internet, soit à travers la page Facebook. Voilà, les questions sont nombreuses, sont diversifiées. J'espère y avoir répondu. En tout cas, je l'ai fait avec la connaissance des sujets, d'avoir été assez clair. Nous arrivons finalement en fin d'année, donc c'est le moment de vous souhaiter une excellente fin d'année, de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes de Noël. Profiter de ces moments, on va dire importants, des moments où on retrouve la famille, où on retrouve les amis. Ce sont des moments d'échange, des moments de bonheur, où on doit positiver. Ce moment où la famille se réunit une fois. Vous savez, on a des familles qui s'éclatent un peu partout, donc les familles se retrouvent à ces moments qui sont au-delà de l'aspect religieux des choses, mais des moments de partage. Donc, et profiter de ça. Je dis souvent aux enfants ou même à des gens de mon âge, je ne suis plus un enfant, profitez quand vous êtes des parents, profitez de vos parents quand ils sont vivants. C'est dans ces moments-là qu'il est important de marquer aussi la tendresse et profiter de leur présence, parce que le temps passe vite et malheureusement, il y a des choses pour lesquelles on ne revient pas en arrière. Et puis voilà, faites la fête. Pensez aussi aux personnes qui sont seules dans ces moments-là. Donc, si vous vous trouvez à quelques-uns, à vous retrouver par exemple autour d'une bonne table, peut-être votre voisin, votre voisine, à quelques maisons près, se retrouve peut-être tout seul dans cette période. Donc, ouvrez votre porte, ne serait-ce qu'une heure, où vous allez partager un morceau de bûche ou quelque chose avec ces personnes isolées. Donc, on doit faire preuve aussi de solidarité dans ces moments et de faire partager son bonheur quand on en a. Et puis, une fois que tout est dit, maintenant, une fois encore, bonne fête de fin d'année. On se retrouvera au début d'année, puis notamment pour le chat vidéo qui aura lieu le 17 janvier à la même heure, 19h. Merci, bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.